Bon, salut Eric. Salut Max. Pour la troisième fois aujourd'hui. Oui, c'est très bien. On en était arrivé à un stade là dans notre conversation où on s'est rendu compte que, effectivement, quand on élabore un projet entrepreneurial, la plupart du temps, on va avoir besoin de le financer. Un besoin de financement au départ qui va nous permettre notamment de couvrir, les besoins en trésorerie du démarrage tant que l'entreprise ne fait pas assez de chiffre d'affaires pour s'autofinancer. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner une vision des différents modes de financement, de l'entreprise aujourd'hui? Oui, donc déjà, même peut-être en guise de propos introductif, je dirais, on est bien dans le cadre d'un exercice et donc faut partir du principe qu'on va réussir à financer, même si les montants à financer sont un peu élevés par rapport au réalisme. Mmh. Notamment sans faire de sociologie de comptoir, quand on vient d'un milieu plutôt ouvrier ou populaire, on a parfois l'impression qu'on n'aura jamais accès au financement, ce qui en réalité est plutôt faux, puisque certains dispositifs existent. Donc dans l'idée même dont tu parlais tout à l'heure, on peut s'autoriser mentalement à avoir des modèles qui vont nécessiter un financement relativement important par rapport aux sous dont on dispose quand on est étudiant, hein, souvenons-nous, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc jusque-là, pas de problème. Quant aux différents modèles, peut-être on peut démarrer avec la banque, ça me Ouais, paraît. bien sûr. Alors la banque, C'est souvent le premier réflexe d'ailleurs, hein. oui, c'est souvent le premier réflexe, c'est le réflexe le plus naturel, on se dit: «Je vais aller voir une banque» et cetera et cetera. Bon, on sait tous les 2 que, c'est pas toujours le meilleur réflexe, mais en tout cas, c'est le premier réflexe. Si on parle du financement bancaire, finalement, les choses sont assez simples. La banque va raisonner en termes de risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très concrètement, un financement, de communication où finalement une fois que, les Google AdWords sont partis, eh bien, on ne sait pas quel sera le retour, il n'y a rien à saisir. Un financement, RH, un recrutement massif de 15 nouveaux commerciaux, parce qu'il nous semble qu'il nous les faut à tel instant et qu'il faudra payer leur salaire, mais on n'est pas sûr non plus du résultat, va finalement assez mal correspondre au financement bancaire. Le financement bancaire, en revanche, va tout à fait correspondre à des financements de droit au bail, fonds de commerce, quand on achète un lieu et qu'on peut le revendre, finalement, on peut prendre une Matériel. garantie, voilà. Du matériel, évidemment, pourquoi pas une voiture, voilà. Des Mmh. choses comme ça où en réalité, la banque va pouvoir s'appuyer sur une garantie. Alors, Mmh. soit sur une garantie directement parce que le bien peut être mis en garantie lui-même, soit sur une garantie un peu détournée. Et là, c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on débute, mais finalement, le fait que d'autres aient prêté, et ça fait la passerelle avec d'autres modes Mmh. de financement, que d'autres personnes aient dit: «OK, je te donne 100 000 €». On parlait hier d'Annecy Initiative, par exemple, qui concède quelques prêts d'honneur. Ce sont souvent des petits montants, hein, 20 30 40 50 Mmh. 000. Tu me disais récemment, Un peu plus un peu parfois, plus mais ouais, parfois, mais et des c'est fois moins et effectivement. des fois Ça moins. dépend du projet. Mais le simple fait que d'autres aient mis de l'argent fait qu'il y a quelque part une garantie de fait dans le système, qui va évidemment rassurer beaucoup, le banquier. Bien sûr. Alors, moi j'aime bien dire, mais je te rends la parole après, que, si ton meilleur ami, ta grand-mère, ton grand-père, ton père, ta mère, sont pas capables de mettre 1 000 € dans ton projet, pourquoi le banquier il irait mettre 100 000? J'aime bien solliciter les gens sur cette idée qu'ils peuvent aller voir autour d'eux. Ce mode de financement, à l'échelle un peu plus large, ça a un nom, non? Oui, c'est de la love money Ouais. et effectivement, je pense que c'est le premier réflexe. Là aussi, dans le cadre de cet exercice, on bâtira des règles, par rapport à ça, parce Mmh. que tout le monde ne peut pas avoir accès au même montant en love money, bien évidemment, mais tout le monde peut avoir accès à un petit morceau Un de petit love quelque money chose. et je pense que, être entrepreneur, c'est à un moment donné, s'affranchir d'un certain nombre de limites et cette limite-là, il faut s'en affranchir un minimum. On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui peut nous donner un petit coup de pouce parce que ce petit coup de pouce fait ce qu'on appelle parfois un effet de levier, c'est-à-dire que c'est C'est ce ça, petit morceau-là qui fait qu'on peut aller chercher, le reste de l'argent. c'est ça. Notamment auprès du banquier qui se dit: «Bah, si d'autres y croient, Absolument. moi j'y crois aussi». Voilà. Et là-dessus sur le banquier, au-delà, on en parlait tout à l'heure de l'équipe, forcément un peu du projet, est-ce qu'il y a des éléments importants dans le business plan qu'il va regarder? Qu'est-ce qu'il regarde concrètement pour se dire: «Oui, je finance, non, je finance pas»? Alors on risque de faire du politiquement incorrect, j'espère que pas trop de banquiers verront Mmh. cette vidéo, mais
La réalité des choses, c'est que les dossiers de 100 pages avec une complexité et une analyse, tout à l'heure tu parlais concernant le pitch, de ne pas nous relater des 12,50 € Mmh. par-ci, Ouais, les 22 375 €. Le banquier, finalement, va raisonner pareil, parce que le ouais. banquier a une expérience, et c'est très bien que dans le monde de l'entrepreneuriat, ce qui compte, ce sont les masses. Mmh. Donc en réalité, il va aller regarder si les masses sont cohérentes, Ouais. si le développement a l'air cohérent, si les gens qui tiennent la boutique sont eux-mêmes en cohérence par rapport à ce qui a été Projet, dit, bien sûr. beaucoup plus que savoir si on crée un restaurant, combien coûte chaque cuillère et chaque couteau. Mmh. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la masse. Est-ce que dans la masse, on voit bien qu'il y aura un moment d'équilibre et surtout un moment où on sera en trésorerie positive de manière sereine. Mmh. De la, Et ce donc en que je- capacité de rembourser le crédit. Et oui, parce que le problème de fond de la trésorerie, et ça, quand on débute en entrepreneuriat, on n'en a pas toujours conscience, c'est qu'on veut parfois emprunter au Mmh. minimum de ce qu'il nous faut. Donc on se dit: «Attention, moi j'ai calculé, il me faut, 2 000 € 550». Mmh. Bon, le problème, c'est que si vous empruntez ça et que dans la vraie vie, en tant qu'entrepreneur, on le sait tous les 2, il y a toujours des dépassements, Ouais. des choses qu'on n'avait pas vues et cetera, des retards de paiement. Bon bref, Vous la êtes en vraie vie va difficulté. faire qu'à un moment donné, on va se retrouver très court en trésorerie. Et là, grosse difficulté, parce que ça veut dire qu'il faut dialoguer avec le banquier, mais cette Mmh. fois pour repousser des échéances de crédit. Et ça, un banquier, il n'en veut pas. Il préfère un Mmh. business plan sain où on montre qu'il y a une trésorerie peut-être même stockée, peut-être même qui traîne, mais c'est Mmh. pas grave. Celle-ci, c'est la trésorerie de sécurité et c'est ultra rassurant pour un dossier en création d'entreprise. Donc globalement, ce que tu dis, c'est qu'il vaut mieux, au départ, se lancer avec un peu plus que prévu, voire beaucoup plus que prévu, pour avoir des marges de manœuvre et que cette marge de manœuvre, elle peut sécuriser tous les financeurs. Au fond, donc on parlait de la love money, la famille, les copains qui peuvent donner un petit coup de main au démarrage. Tu parlais de la banque qui va financer plutôt des choses matérielles sur lesquelles elle aura de la possibilité de se rattraper si d'aventure l'entreprise échoue, le Voilà. projet. Donc pas des choses Bravo. immatérielles, hein, elle ne finance pas effectivement, tu le disais, de la masse salariale, un plan de communication ou enfin bon voilà. Difficile. Ou ouais, et tu vois d'autres modèles toi pour financer les Alors, sociétés au démarrage? en réalité, alors il y a des modèles, il y en a plein, mais si on se focalise sur les 2 principaux, il y a un premier modèle qui est de faire rentrer des investisseurs au capital. Mmh. Alors ça, c'est un modèle extrêmement intéressant. Alors, parfois, on appelle ça les startups, et cetera, mais Mmh. le nom est un peu galvaudé, je Mmh. trouve, hein. On parle de start-up, on ne sait plus très bien à quoi ça Je sais. correspond. Mmh. En fait, en réalité, c'est bête comme chou. C'est dire, ben, moi, je pense que mon entreprise qui vient de démarrer, elle vaut tant, et je te donne quelque part de cette entreprise en échange de tant d'argent. Mmh. Là, c'est un exercice qui est difficile pour nos étudiants, très souvent. Parce que mentalement, ils se disent: «Mais l'entreprise vient de démarrer, donc elle vaut rien». Mmh. Et pourtant, s'ils ont suivi tes conseils, excellents en marketing, en pitch et cetera, il y a déjà une valeur latente puisque le simple fait d'avoir démarré un modèle d'affaires qui, Mmh. lui, va prospérer, fait qu'à terme, cette, entreprise vaudra quelque chose et vaudra peut-être beaucoup d'argent. Aujourd'hui, En combien elle tout cas, vaut? plus que ce qu'on peut imaginer qu'elle vaut aujourd'hui. Oui, parce que finalement, il y a 2 façons de voir les choses. On peut se dire: «Comme elle a à peine démarré, elle vaut vraiment rien». Mais, à ce moment-là, il n'y aurait jamais de levée de fonds, jamais de crowdfunding, nous n'aurions pas, des outils technologiques, nous Mmh. n'aurions pas d'innovation, en médical, nous n'aurions rien parce Mmh. que, si on attendait auprès des banques simplement qu'elles financent quelque chose qui est sûr et certain, rentable, Mmh. aucun, quasiment de nos modèles économiques, n'aurait décollé. Donc à un moment donné, Les gens il qui f prennent des risques. et oui, il faut aller chercher des gens qui Mmh. vont prendre des risques, mais vraiment prendre des risques. Et curieusement, quand on est étudiant, on n'a pas accès, donc on ne connaît pas ce milieu-là, mais des gens qui prennent des risques, il y en a beaucoup Mmh mh. et qui vont, bien sûr ne pas croire tout ce qui va être raconté, notamment même s'ils ont fait un excellent pitch, Mmh. ils vont pas y croire à 100. Bien sûr qu'ils auront un doute, mais il faut que ce doute soit acceptable. Je prends un exemple très concret, on peut avoir une entreprise qui vient à peine de faire, quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, qu'on est vraiment, Mmh. au tout début, de l'aventure et qu'on va valoriser peut-être 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000 d'euros. On va considérer que cette entreprise vaut d'ores et déjà 3 000 000 d'euros et on va dire: «OK, moi, je te propose à toi investisseur de me racheter un morceau d'ores et déjà de cette entreprise qui vaut d'ores et déjà 3 000 000 d'euros et Donc je te vais te proposer». 10% pour Par 300 000 €. exemple, voilà, 300 000 €, j'ai besoin de 300 000 €, je vais te proposer 10% pour 300 000 €. Mais du coup, c'est toi le fondateur qui les prend dans ta poche, les 300 000 €?
Ah, bien sûr, et puis je pars avec. Non, évidemment que non. Ces 300 000 € en réalité vont aller dans l'entreprise. Mmh. Alors là, on n'est pas là pour rentrer dans les détails techniques ou pour des missions et autres, peu importe la technique, Juridique. juridique, ça serait trop long à expliquer là, mais heu, l'idée, c'est bien que ça aille en trésorerie, un renforcement de la trésorerie, pour pouvoir, faire en sorte que l'entrepreneur, malgré tout, puisse s'en user relativement librement. Alors bien sûr qu'on va constituer ce qu'on appelle des pactes d'associés, hein, lorsqu'on fait rentrer des nouveaux associés avec des règles de fonctionnement. Il ne s'agit pas qu'ils s'achètent une voiture de course, avec les 300 000 € et puis qu'il n'y ait aucune traçabilité Mmh. de cet argent. Maintenant, la réalité entrepreneuriale fait qu'on laisse toujours à l'entrepreneur, moi j'investis dans pas mal d'entreprises comme ça, on ne va pas aller regarder très Mmh. précisément ce qu'il va faire de ses fonds. Ouais. Contrairement aux idées qu'ont souvent nos étudiants. Mmh. Non, il n'y a pas de flicage très précis, de l'argent. On a confiance en l'entrepreneur, Sinon, tu investis pas. sinon on n'investit On pas. n'investit pas. Ça, c'est la règle numéro un. Tu l'as très bien dit tout à l'heure pour le pitch. C'est évident. Je veux dire, on investit avant tout sur des individus, dans lesquels on a un minimum confiance. On n'a Mmh. pas confiance déjà dans les pilotes, on ne monte pas à bord de l'avion. Mmh. Donc, 1er élément, c'est la confiance, confiance dans le projet, et à ce moment-là, va se poser là cette question extrêmement délicate de la valorisation. Puisque pour 10 tu peux, me donner 300 000, ou tu dois me donner 300 000 plutôt, ça veut dire que l'entreprise vaut 3 000 000, hein, si on fait les choses Mmh. de manière basique, on va parler de pré-monnaie, post-monnaie, on s'en fout. Heu, Ça paraît, bête à dire, mais qui dit que ça vaut 3 000 000? Bah, personne, Personne. Si. personne. Si, l'entrepreneur. L'entrepreneur, Et la donc capacité à convaincre que, ça vaudra peut-être un jour 5, 6 ou 10. absolument, quelqu'un que je connais bien, dont je tairai le nom, mais si vous allez sur internet, vous verrez ça, qui a monté un business model autour de l'immobilier, d'investissement, est allé jusqu'à lever 62 millions qui ont été perdus tout Mmh. simplement auprès de ce qu'on appelle les VC, c'est-à-dire des venture capital, Des fonds d'investissement. des fonds Mmh. d'investissement, des gens qui ont risqué de l'argent. Mmh. Aujourd'hui, il peut circuler à Paris, librement dans les rues. Ah, C'est pas un problème. Ils y ont cru, ils se sont dit: «OK, on peut aller là», voilà, et cette entreprise a été valorisée plusieurs centaines de millions d'euros, alors même que le modèle économique n'était, à date, pas du tout rentable mmh, et que la preuve de rentabilité n'avait pas été faite. ouais. Il a été très bon là-dessus. Il a été moins bon probablement sur le modèle économique, mais pour de tas de raisons, on ne peut même pas vraiment lui reprocher. Les marchés, Mmh. c'est complexe et l'entrepreneuriat, c'est complexe. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les capitaux risqueurs que parfois nous sommes lorsque nous rentrons dans les entreprises ne reprocheront jamais à un Mmh. entrepreneur d'avoir planté, si toutefois il n'y a pas de détournement de fonds majeur. Bien sûr. Voilà. Donc c'est perdu. C'est-à-dire que l'investisseur qui met 100, 200, 300 000 €, si l'entreprise échoue, à la différence de la banque, on le disait tout à l'heure, qui peut récupérer la voiture pour la revendre, Oui, le droit au bail, et cetera, pour les revendre et donc rattraper, la dette, enfin en tout cas ce qu'on lui doit, lui l'investisseur, c'est perdu. c'est perdu. C'est complètement perdu. Et des figures qu'on connaît bien, Xavier Niel et autres, lorsqu'ils investissent dans une boîte, ils se disent: c'est perdu. Mmh. Alors, sur 10 entreprises dans lesquelles ils vont investir, peut-être il n'y en aura qu'une Mmh. qui ira jusqu'au bout. Et il faut avoir, lorsqu'on fait ça, déjà la vision de qu'est-ce que jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut se dire que, quelqu'un qui investit dans une entreprise en part sociale comme ça, il investit pas pour travailler. Mmh. C'est pas son job. Il vient pas là pour regarder, si le logo est sympa et si ça se passe bien en commercialisation tous les 4 matins. Il investit du capital. En se disant: «Ben, j'investis de manière multiple, peut-être que certaines vont aller dans le mur et c'est pas grave Mmh. parce que sinon, il faut faire autre chose. Ça s'appelle la banque justement, c'est autre chose. Et celle qui réussit, par contre, peut-être que je vais quintupler ma mise, voire la multiplier par 10, par 20, par 30, Mmh. par 100. Parce que l'entreprise, si elle éclot et qu'effectivement elle a une valeur de marché, à un moment donné, ou même si elle rentre en bourse, ben, la valeur des parts que j'aurais eue initialement peut être multipliée par des Mmh. multiples qu'on n'ose même pas imaginer. Ça peut être complètement fou. Ouais. Et ça rattrape finalement tout le reste. Donc, les gens à qui on s'adresse, il ne faut pas avoir peur de leur dire qu'il y a un risque. Il faut leur raconter une histoire dans laquelle ils peuvent croire qu'il y aura une sortie. Mmh. Et donc, Et que vous minimisez les risques. Enfin, en tout cas, vous qu'on les, avez tout prévu voilà, pour les réduire, en tout cas, qu'on va pour les rassurer. réduire. Mmh. Et cette histoire de sortie, ça c'est quelque chose parfois que nos étudiants ont du mal à conscientiser, c'est qu'il n'est pas venu dans cette entreprise pour garder ses parts toute sa vie. Toute sa vie. Il veut sortir. Donc, dire que peut-être, à un moment donné, votre modèle peut être racheté et avoir identifié sur le marché Mmh. des racheteurs potentiels plus gros, d'ores et déjà, des noms peut-être,
Évidemment qu'on ne sait pas si vous créez un logiciel, on ne sait pas si un groupe comme Google ou Microsoft va racheter votre logiciel, on n'en a aucune idée. Bon, mais dire que potentiellement ça pourrait intéresser quelqu'un du dessus, un système du dessus, qui lui est doté de beaucoup de capitaux, Mmh. c'est quand même rassurant pour un investisseur, Ouais. puisqu'il y a une sortie naturelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, parce que souvent les étudiants ne vont pas aller sur Internet pour regarder qui pourrait être leur acheteur. Mmh. Si rien ne nous a mené là-dessus, on est dans le doute. On se dit, Mmh. mais à qui on va vendre nos Nos parts? Et parts. donc, comment on va valoriser? Il faut venir avec, d'ores et déjà, quasiment le projet de pouvoir, alors, soit faire une relution, c'est-à-dire finalement racheter avec Racheter l'argent, soi-même. voilà, se racheter soi-même, parce qu'on dit notre modèle économique est extrêmement rentable, du coup, on va vous racheter vos propres parts, soit racheter auprès d'un autre. Et là, si je devais être extrêmement simpliste, je dirais, il faut se poser la question suivante. Le groupe financier qui va racheter en haut, sa question à lui, ça va être de se dire, finalement, est-ce que je crée un modèle équivalent? Je copie et je colle, et moi, comme je suis très fort financièrement, Mmh. je pourrais tout à fait créer Mmh. l'équipe qui ferait la même chose. Mais est-ce que finalement, ça ne va pas me prendre un temps fou et recruter une équipe et donc, finalement, à ce prix-là, est-ce que je ne suis pas OK pour Mmh. mettre ça, racheter la marque, parfois même, et là, c'est parfois psychologiquement difficile pour les vrais entrepreneurs d'ailleurs aussi, hein, pas seulement pour Mmh. les étudiants, de se dire que parfois on est racheté pour que notre propre marque disparaisse et Mmh. soit fondue à l'intérieur d'un autre système. Tous ces modèles existent aujourd'hui. En tout cas, c'est intéressant d'en discuter avec toi. Donc on a identifié, bon, la love money, le prêt bancaire, l'investisseur. Est-ce que tu vois d'autres logiques, de financement Alors aujourd'hui? absolument, il y a une logique qui est parfois méconnue et très peu utilisée, qui est l'émission d'obligations. Donc en réalité, là, ça ne peut pas tout à fait intervenir, sans entrer dans les détails Mmh. juridiques et techniques, tout de suite à la création, mais assez rapidement, il y a des truchements qui sont possibles. Une obligation, qu'est-ce que c'est? C'est une dette qu'on va avoir par rapport à un investisseur. Donc, j'ai deux façons de t'aborder. Finalement, je peux te dire, prends des parts chez moi, je considère que ma boîte vaut d'ores et déjà 3 millions, Full risque, faut le risque. Par contre, le jour où tu vends, peut-être que tu feras fois 1000. full bénéf. Voilà. J'ai une autre façon de te le dire. Aujourd'hui, un placement bancaire pour toi, c'est peut-être 4% parce que tu es très bon, 5%, et encore, tu es déjà un petit peu en risque hein, à ce type de niveau de rétribution. Donc tous les ans, si tu me prêtes 1 million d'euros, tu vas peut-être gagner 50 000. Si on y remet l'inflation, c'est même discutable. Ben moi, je vais te proposer 10%. Voilà. Je vais te proposer 10%, ce qui est le double, on va dire, d'un marché avec un Classique. risque très modéré sur le marché. Mais tu vas me prêter l'argent à une échéance. Donc, par exemple, pendant 24 mois, tu vas me dire, je te prête l'argent 24 mois, le temps de faire mon développement, etc. Et dans 24 mois, je te les rendrai, et je te les rendrai avec Avec. 20% en Mmh. plus. Là, on est sur un profil d'investisseur qui va aller finalement être intermédiaire, hein, je Mmh. dirais, entre une banque qui va prendre, on l'a dit, relativement peu de risques, en tout cas qui va aller contrôler très fortement le risque, quelqu'un qui est plus de type business angel, capital risqueur, etc., Mmh. qui va lui aller chercher un rendement très fort potentiel, mais en acceptant un degré de risque important. Et puis le prêteur obligataire qui lui va venir prêter de l'argent à la société, hein. Mmh. Voilà, en prenant des garanties. Alors les garanties, sans entrer dans les détails, ça peut être vous avez acheté un parc de voitures dans le cadre du développement, on peut mentir le parc de voitures s'il n'a pas été noté Mmh. par ailleurs. Bon, peu importe, on peut avoir la caution aussi Du personnelle dirigeant. des dirigeants, bien entendu. Alors la banque peut la demander, mais le prêteur obligataire peut tout à fait la demander aussi. L'activer, c'est une autre question, Mmh. mais en tout cas, il peut la demander. Et dans ce cadre-là, effectivement, on va, en tant qu'entrepreneur, avoir de l'argent de manière certaine pendant 24 mois, par exemple. Mais par contre, il ne faudra pas oublier que cette obligation a donc une échéance et qu'il s'agit normalement de la rembourser à l'échéance. De la rembourser. Donc c'est différent de l'investisseur au capital où là, il n'y a pas par définition d'échéance. D'échéance. Super, merci beaucoup. Dernier élément, donc on a vu ces différentes façons de financer. Au fond, dans son plan de financement au démarrage, qu'est-ce qu'on met et quelles sont les petites astuces que tu peux donner pour tu parlais tout à l'heure de prévoir un peu plus que prévu, mais quels sont tous les éléments qu'on doit financer au démarrage? Premier élément, quels sont nos capitaux propres, les vrais, les premiers? Alors ceux souvent liés à la love money, hein, quand on débute en entrepreneuriat, Avec hein, quoi on on est commence? tous La mise de passés. départ. Voilà, on n'avait pas forcément beaucoup de sous, donc on va chercher des sous à droite à gauche et on en fait les nôtres, mais les nôtres au sens émotionnel du terme. C'est pour Mmh. ça qu'on appelle ça la love money. Ce sont des gens qui nous vont prêter. Donc ça, c'est le petit pécule de départ. Déjà, c'est rassurant.
le modèle démarre, on peut aller voir des institutions, on parlait tout à l'heure d'Annecy Initiative, qui vont aller remettre un petit peu au pot. C'est rassurant aussi, ça permet aussi à autre chose, c'est de challenger le projet. Voilà, on se force à challenger le projet, donc on va aller chercher encore un petit peu de capitaux, mais très souvent, ces capitaux-là sont un peu justes. Et puis, je dirais, ça dépend très fortement, la suite en tout cas, dépend très fortement de la vision stratégique qu'on a sur le projet lui-même. Si c'est une vision de type, je veux faire un restaurant, je vais partir vraiment, voilà. Je veux faire un restaurant, ça nécessite effectivement des capitaux, il faut acheter un fonds de commerce, ou au moins un pas-de-porte, enfin bon, bref, des ustensiles, peut-être renouveler la cuisine, et cetera, et cetera. Donc on est très vite dans les montants entre 100, 300, 400, 500 000 €. Mais c'est quand même assez sécure parce que, derrière, on a du matériel, on a un pas-de-porte, ça c'est vendable à quelqu'un d'autre, et cetera, et cetera. Donc là, on est plutôt dans des modèles, banque, voilà, OK. grosso modo. Si notre vision, c'est de dire: «Moi, il faut que j'accélère fort et je vais partir sur le principe du restaurant, comme ça au moins ça sera clair, il y aura un seul exemple. Je fais une franchise cette fois-ci. En fait, mon but, c'est pas de créer un restaurant, c'est de tout de suite partir vers une logique de franchisé, partout en France où je vais devoir, alors là, pour le coup, avoir plusieurs, fonds de commerce très rapidement et puis, redéployer du marketing, ce qu'on appelle un DIP, et cetera, aller au salon de franchise, de Paris, prendre un stand à 30 000 €, y mettre du personnel, bon. Et donc tout de suite, il y a cette accélération. À ce moment-là, on va changer de catégorie et à ce moment-là, comme on n'a pas grand-chose à mettre en garantie, y compris quelque part pour une émission obligataire, hein, parce que pour le coup, il n'y a pas grand-chose, on va être plutôt sur des capitaux risqueurs. OK. Voilà. Et puis si, chemin faisant dans le développement, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être mises en garantie et qui sont rassurantes, on peut s'ouvrir à des émissions obligataires. Voilà comment ça pourrait s'articuler. Bon, de toute façon, nos étudiants seront coachés pendant cette semaine pour venir challenger leur modèle avec des vrais entrepreneurs et avec des coachs. Donc ils pourront aller vérifier effectivement si les choix de financement qu'ils font sont les bons ou s'il faut un peu les orienter. Absolument, et on change plusieurs fois de stratégie. Alors ça, c'est quelque chose que tu as dit aussi, par rapport à la marque, je crois, mais en financement, il n'y a pas, une seule ligne. Il y en a plusieurs, et parfois, essuyer des échecs, auprès des banques, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on est obligé de revenir en arrière et de se dire: «Attends, ça ne correspond pas à ma stratégie. Mmh. Ben, je vais changer de braquet, je vais changer, je vais aller voir des capitaux risqueurs». Mmh. Et même dans la démarche, des fois, on se dit: «J'ai un besoin de financement de 300 000» et finalement, il est plutôt d'1 million ou de 2 Mmh. millions. Et en fonction de ça, on va même changer finalement la vision qu'on a des capitaux risqueurs. Dans un cas, on peut s'adresser peut-être au petit club de business angel presque en local. Mmh. Dans l'autre, il faudra prendre un train et montrer à Paris. Et c'est pas grave parce que l'entrepreneur, s'il n'a pas cette flexibilité d'esprit, c'est sûr qu'il va planter. OK. Bon, merci Eric, je crois que c'est super clair. C'est une conversation hyper agréable et ben, on donne rendez-vous à nos étudiants pour nous montrer tout ça maintenant. Et bonne chance à Ouais, tous. bonne chance.